Nouvelle édition sur Medi 1 TV Afrique. Merci de nous retrouver sur la panafricaine. Voici à présent les titres de ce bulletin. Ouverture à Abidjan du 5e sommet Union européenne-Union africaine, un sommet au cours duquel le roi Mohamed VI a adressé un message appelant à l'action afin de donner un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Avec son dernier test de missile intercontinental, Pyongyang se dit désormais capable de frapper le territoire américain avec des missiles dotés d'ogives nucléaires. Les États-Unis ont convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord. Washington menace Pyongyang de destruction. Et en Tunisie, une étude révèle que des violences sur les femmes sont des partenaires. Les violences sur les femmes sont des partenaires intimes. Le phénomène persiste et l'association tunisienne des femmes démocrates est montée au créneau pour le dénoncer. Merci d'être sur Medi 1 TV Afrique. Ouvert hier à Abidjan, le sommet de l'Union africaine et l'Union européenne se referme aujourd'hui. En effet, le roi Mohamed VI a été l'un des temps forts. Le message du roi Mohamed VI a été l'un des temps forts de la première journée du sommet Union africaine-Union européenne. Le souverain a appelé à l'action afin de donner un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe, évoquant un pacte bicontinental nouveau. Le roi Mohamed VI a également évoqué le sujet des migrants esclaves en Libye. Le souverain a ainsi mis l'accent sur une nécessaire évolution de la politique européenne en matière de migration. Voyons tout cela avec Soa Aboutaha. Présence distinguée du roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. En sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question de la migration, le souverain a adressé un message au sommet. Dans ce message, le roi Mohamed VI a mis l'accent sur la nécessité d'une évolution de la politique européenne en matière de migration. Si l'Union du Maghreb arabe avait réellement existé, nous serions plus forts face aux défis migratoires, a souligné le souverain, affirmant que le Maroc, qui a été pays d'émigration, de transit et d'immigration, a développé une approche introspective de la question migratoire qu'il conçoit de manière inclusive et positive. Aujourd'hui, une nouvelle vision s'impose. Il s'agit de faire de l'immigration un sujet de débat apaisé et d'échanges constructifs, a indiqué le roi Mohamed VI en appelant à agir ensemble pour trouver des solutions efficaces aux phénomènes migratoires. Le souverain a relevé que parallèlement, la conditionnalité de la dette doit être revue. Le roi Mohamed VI a souligné que les pays occidentaux attendent que certains pays d'Afrique, indépendants depuis moins d'un demi-siècle, aient des performances politiques et économiques aussi positives et aussi importantes que les leurs, et leur imposent donc des conditions impossibles à respecter. Cette aberration est d'autant plus vive que certains pays européens ont parfois eux-mêmes de grandes difficultés sur les plans financiers et politiques, a indiqué le souverain. 17 ans après l'émergence de cette rencontre entre les dirigeants des deux continents, le roi Mohamed VI insuffle un nouvel élan au partenariat entre l'Afrique et l'Europe en vue de le faire évoluer vers un pacte bicontinental nouveau pour faire face aux défis communs. Le souverain a indiqué que la solidarité entre l'Europe et l'Afrique n'est ni un concept vide, ni un lien fondé sur une philanthropie univoque. Elle relève d'une responsabilité et d'une dépendance réciproque. Le roi Mohamed VI a pour conclure exprimé sa confiance en ce sommet Union africaine-Union européenne qui donnera au partenariat afro-européen une inflexion décisive et un élan qualitatif au service de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité des deux continents. En marge donc de sa participation au sommet Union africaine-Union européenne qui s'achève aujourd'hui, hier le roi Mohamed VI a reçu le président français Emmanuel Macron. Le Maroc et la France entretiennent d'excellentes relations diplomatiques, comme en témoigne l'entrevue des deux chefs d'État que vous voyez sur ces images. Et puis toujours en marge de la participation au 5e sommet Union africaine-Union européenne, le roi Mohamed VI a également reçu le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Cette audience s'est déroulée en présence de conseillers des deux chefs d'État et des chefs de diplomatie des deux pays. Lors de cet entretien, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir un contact direct et de se lancer dans un partenariat économique et politique productif. Le roi Mohamed VI et le président Jacob Zuma ont décidé de relever le cadre de leur représentation diplomatique. Des ambassadeurs de haut niveau seront donc désignés à Rabat et à Pretoria.
Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a aussi été reçu par le souverain, se félicitant de l'ouverture de nouvelles ères dans leurs relations bilatérales. Les deux chefs d'État ont convenu d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines. Le roi Mohamed VI a d'ailleurs invité le président angolais pour une visite officielle au Maroc très prochainement. Invitation acceptée par João Lourenço. Cette audience s'est déroulée en présence du côté marocain du conseiller du roi Fouad Ali El Ima et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, et du côté angolais du ministre des Affaires étrangères Manuel Domingo Augusto et du ministre directeur du cabinet du président angolais Edeltrudes Costa. Le président de la Commission de l'Union africaine a également prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du sommet Union africaine-Union européenne hier à Abidjan. Moussa Faki Mahama y qualifie d'heureux le retour du Royaume du Maroc dans l'institution panafricaine. Selon le président de l'Union de la Commission de l'Union africaine, le continent africain retrouve ainsi son unité et avec l'Europe son équilibre. Je vous propose de l'écouter. Avec l'heureux retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive, en vue d'un développement durable, recoupe celui de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Autre discours, celui du président en exercice de l'Union africaine, également président de la République du Guinée. Le professeur Alpha Condé s'est lui aussi exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet hier à Abidjan. Il s'est félicité de la participation du roi Mohamed VI. Et selon le président de l'Union africaine, la présence du roi Mohamed VI démontre, je cite, l'engagement panafricain du souverain et sa foi en la dignité et l'unité de l'Afrique. D'autre part, en rapport avec le thème du sommet qui s'intitule « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable », le professeur Alpha Condé a indiqué qu'en 2050, la population africaine comptera 2,4 milliards d'habitants. Le sommet Afrique-Europe a débouché mercredi soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye, devenu l'un des thèmes centraux des débats. À l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet, le président français Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures. L'évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, la mise en place d'une task force policière pour éradiquer le phénomène sur place en Libye et également d'autres mesures. Et nous écoutons à propos de la lutte contre la migration le docteur Cherba, directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale IPAR. Il s'est également prononcé sur la vente des migrants en Afrique subsaharienne. Il appelle à des solutions concrètes pour venir à bout du phénomène. Notre reporter Famadion l'a rencontré. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, attire l'attention de l'essentiel des Africains, et même au-delà, parce que c'est le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce qui s'est passé récemment en Libye rappelle de tristes mémoires, justement l'esclavage, rappelle un certain nombre de comportements inhumains et à la limite barbares. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur ce qui se passe ici à Abidjan, dans la mesure où nous avons besoin de solutions concrètes. Parce que les jeunes qui sont partis, ce n'est pas les derniers de la classe. Souvent, il faut prendre l'initiative. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui souhaitent avoir des revenus pour leurs parents, qui souhaitent aujourd'hui réinvestir dans leur pays. Et comme vous le savez, la migration va être considérée comme un droit. La mobilité est un droit. Et quand on dit la mobilité est un droit, ça veut dire que si je vous dis qu'entre 1850 et 1960, c'est 65 millions d'Européens qui sont allés ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on parle, c'est des milliers de Marocains, de Sénégalais, de Camerounais, de Ivoiriens qui partent. Donc,
Quand on compare entre ce qui s'est passé en 1860, pour que l'Europe s'en sorte, il a fallu envoyer 65 millions de personnes dans le monde. Nous restons toujours à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où je vous propose de retrouver un autre de nos correspondants, Stéphane Soumaro, qui revient également sur les enjeux de la rencontre. Alors nous voici repartis pour ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. Aujourd'hui c'est le 2e jour qui a débuté tôt dans la matinée, il faut le dire, par une session consacrée à la gouvernance. Les dirigeants européens et africains se sont réunis pour parler un peu des nouvelles relations entre l'Afrique et l'Union européenne. Au niveau de l'Afrique, c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a présenté un peu la vision de l'Afrique dans le cadre de cette nouvelle relation. Et juste après leurs travaux, il y a eu tout à l'heure la remise des documents définitifs, des travaux définitifs, des résolutions de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, des résolutions vraiment tant attendues qu'ils vont impliquer ou induire la nouvelle stratégie commune Union européenne-Afrique. Et juste après l'adoption de ces travaux-là, ce sera la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture qui va voir d'abord les allocutions du président du Conseil européen, qui sera suivi du président de la Commission de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union européenne et enfin le discours du président Alassane Ouattara, président quand même de la Côte d'Ivoire, pays hôte de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. Et enfin, le président de l'Union africaine viendra donner son mot de fin, son mot de clôture à ce 5e sommet Union africaine-Union européenne ici à Abidjan. Merci Stéphane Soumaro. Dans le reste de l'actualité au sujet du conflit israélo-palestinien, le roi Mohamed VI a souligné l'impératif de surmonter le blocage et l'incertitude sur laquelle bute le processus de paix. Le message royal a été mentionné dans une correspondance remise au président du Comité des Nations Unies, Fodesek, hier à New York, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Le souverain, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a appelé à favoriser la reprise des négociations fructueuses entre les deux parties afin de sortir de l'impasse. Dans son message, le roi Mohamed VI affirme que la principale entrave à la paix réside dans l'extension des colonies illégales et dans la légalisation rétroactive des colonies déjà en place. Et selon le souverain, ces opérations de colonisation bravent ouvertement les résolutions du Conseil de sécurité et hypothèquent l'établissement d'un État palestinien libre et indépendant. Enfin, sachez qu'aujourd'hui, à la mosquée Badr à Rabat, le souverain présidera une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd al-Mawlid Anabawi Asharif. C'est en effet demain que la naissance du prophète Mohammed est célébrée au Maroc. Et selon un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, le roi Mohamed VI présidera cette veillée après la prière d'Al-Isha. Dans le reste de l'actualité, le pape François Ier a terminé aujourd'hui sa visite historique en Birmanie où il a évoqué explicitement en public les persécutions des musulmans rohingyas avant de se rendre au Bangladesh voisin. Aujourd'hui, le souverain pontife a célébré hier à Rangoon une ultime messe avec des jeunes birmans suivis par des centaines de croyants. Une messe durant laquelle il a appelé les Birmans au respect de tout groupe ethnique et à dépasser toutes les formes d'intolérance et de préjugés et de haine. Et au Bangladesh, où il est arrivé aujourd'hui, le pape rencontrera vendredi une délégation de réfugiés rohingyas, événement qui s'annonce comme l'un des temps forts de ces 3 jours de visite. Pour rappel, 620 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas de Birmanie se sont réfugiés au Bangladesh pour échapper à ce que l'ONU considère comme une épuration ethnique menée par l'armée birmane. Avec son dernier test de missile intercontinental, la Corée du Nord a franchi un palier dans son programme nucléaire et balistique. Pyongyang se dit capable de frapper désormais le territoire américain avec des missiles intercontinentaux dotés d'ogives nucléaires. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord a été demandée par Washington, Tokyo et Séoul. Le récit d'Anissa Araou. Le missile nord-coréen aurait été tiré vers l'est depuis Saint-Denis, dans le sud de Pyongyang, et a parcouru 1000 km avant de s'abîmer en mer. Le dernier tir de Pyongyang remontait au 15 septembre, soit une interruption de plus de 2 mois.
Si le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est vu rassurant en indiquant que les options diplomatiques restent ouvertes, il a néanmoins appelé la communauté internationale à prendre de nouvelles mesures, y compris le droit d'interdire le trafic maritime transportant des biens vers et depuis la Corée du Nord. Le ministre de la Défense américain Jim Mattis a en revanche indiqué que ce tir avait atteint la plus haute altitude de tous les tirs effectués par Pyongyang et qu'il représentait une menace partout dans le monde. Séoul avait fait état mardi de signes d'activité sur une base de missiles nord-coréenne. Le gouvernement japonais était lui aussi en état d'alerte après avoir détecté des signaux radio faisant craindre un tir de missile. Le missile pourrait s'être abattu dans la zone économique exclusive du Japon. Le Japon augmentera significativement sa pression sur la Corée du Nord pour lui faire atteindre son niveau maximum. Nous continuerons à protéger les vies et les moyens de subsistance des Japonais avec le renfort des États-Unis. L'OTAN a fermement condamné le tir nord-coréen et estimé que c'est une nouvelle violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fragilise la sécurité régionale et internationale. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord, demandée par Washington, Tokyo et Séoul, a été convoquée. Le Conseil de sécurité a déjà adopté au cours de l'été dernier 2 trains de sanctions économiques sévères contre la Corée du Nord après des tirs de missiles intercontinentaux et en essais nucléaires. Je vous le disais en début de journal, en Tunisie, le phénomène de la violence contre les femmes gagne du terrain. 70% des agresseurs sont des partenaires intimes. Les chiffres viennent d'être publiés à travers une étude menée par l'Association tunisienne des femmes démocrates. Je vous propose de suivre ce reportage du Nashwa Becha. 47% des femmes, soit une femme sur 2, âgées de 18 à 64 ans, sont victimes d'au moins d'une des formes de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique. C'est ce qui a été révélé par l'Association tunisienne des femmes démocrates en faisant parler les archives du Centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences de 1995 à nos jours. C'est une étude qui porte sur plus de 2500 cas de violences qui sont parvenus au Centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences de l'Association tunisienne des femmes démocrates depuis 1995 jusqu'à 2016. Ce que montre cette étude, c'est d'abord que le taux le plus élevé est représenté par les violences conjugales. La violence, elle est structurelle. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est pas parce que le mari n'est pas un bon mari c'est parce que c'est structurel à une organisation sociale fondée sur la discrimination des femmes, fondée sur la supériorité du masculin. Pour y faire face, plusieurs mesures ont été prises à l'égard de ce fléau invisible, dont notamment l'adoption de la loi de lutte contre les violences faites aux femmes. Il ne suffit pas d'avoir des lois, il faudrait les appliquer et préparer les institutions à assumer leurs responsabilités. Je peux quand même noter que le budget 2018, on ne voit pas un budget spécifique à l'application de cette loi. Finalement, cette étude a pu mettre en valeur des statistiques alarmantes qui nécessitent la mise en place de toutes les institutions nécessaires pour lutter efficacement contre l'impunité à l'égard de la violence. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les lois, les inégalités hommes-femmes persistent toujours dans les esprits et les violences faites aux femmes sont toujours un tabou et un fléau dans notre pays et dans plusieurs pays arabes. Najwa Becha, Média TV, Tunis. Je rappelle la principale information de ce journal, c'est la clôture du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Un sommet sur lequel nous y reviendrons de plus ample manière dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi, ce journal est terminé.